Une participation, celle du président de la République au sommet du G5 qui s'est tenu aujourd'hui à Paris, bien entendu, par visioconférence. Un renforcement, celui des mesures préventives et un appel à la vaccination, ce sont quelques décisions prises aujourd'hui par le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19, réunion aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Une essentielle pour une chaîne de télévision privée commerciale, une licence qui a été remise aujourd'hui par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Voilà, et puis nous avons également un invité ce soir, on doit voir l'image. Et voilà, il s'agit, vous l'avez compris, du ministre de la Santé. Monsieur le ministre, bonsoir. Et si on a le ministre de la Santé, bien sûr, vous savez de quoi on va parler. Je vous retrouve tout à l'heure après quelques nouvelles de ce journal que vous allez suivre avec moi en direct de ce journal. Un journal que nous commençons par la diplomatie avec ce sommet du G5 Sahel. On doit voir les images. Et voilà donc le sommet du G5 Sahel qui s'est tenu aujourd'hui, bien entendu, par visioconférence. Covid-19 oblige, un sommet avec participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Un sommet qui a réuni outre les chefs de l'État, les présidents du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et bien entendu avec participation du président français. Ça, c'est donc ce sommet du G5 Sahel qui s'est tenu aujourd'hui à Paris par visioconférence avec participation du chef de l'État. Un sommet qui s'est tenu à huis clos, bien entendu. Voilà donc pour la diplomatie consacrée à ce sommet du G5 Sahel qui s'est tenu aujourd'hui avec participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et venons maintenant à la politique intérieure avec deux réunions pour les premiers ministres, toutes deux aujourd'hui. La première réunion, c'est celle du comité interministériel chargé donc des travaux publics et chargé des préparations des États généraux et des travaux publics. Elle s'est tenue aujourd'hui. Eh bien, un processus lancé, vous le savez, depuis 6 mois par le gouvernement. S'informer sur l'état des préparatifs et fixer les dates donc, de ces États généraux, c'était l'objectif de cette réunion qui a vu la participation de représentants du secteur privé des États généraux, dont on attend beaucoup, particulièrement pour ce secteur vital, pour le booster. Donc, réunion de ce comité interministériel aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. L'autre réunion présidée aujourd'hui par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Messoud, c'est le comité interministériel chargé de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une réunion qui a permis de faire le point sur la situation et beaucoup de décisions ont été prises à l'issue de ce comité, à l'issue de cette réunion, toutes visant à renforcer donc la lutte contre la Covid-19. Précision avec Abdelrahman Hamad. Cette réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation épidémiologique du pays et à l'approbation du 7e rapport périodique sur la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus pour les mois de mai et juin 2021. Après avoir analysé les indicateurs de santé et les statistiques disponibles en termes de nombre de cas confirmés et de décès dans l'ensemble des wilayas du pays et au niveau des différentes structures de santé, le comité a constaté une augmentation remarquable et accélérée du nombre de cas confirmés au cours des derniers jours. Le comité a également signalé la gravité de la situation épidémiologique dans des pays voisins qui entretiennent des relations d'échange humain et commercial avec notre pays. Ainsi, le comité interministériel chargé du suivi de Covid-19 a décidé ce qui suit.
renforcer les mesures de contrôle et de dépistage au niveau des aéroports et des postes frontières, notamment pour les voyageurs en provenance des pays connaissant une situation épidémiologique difficile avec la propagation des souches mutées du virus. Relever le niveau de prudence, interdire strictement les rassemblements, imposer le respect des mesures préventives dans les domaines publics et renforcer l'opérationnalité à tous les niveaux pour faire face à toute nouvelle vague de la pandémie. Accélérer les rythmes des opérations de vaccination et de sensibilisation et les intensifier dans toutes les wilayas du pays. Les vaccins resteront disponibles dans tous les centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. Le comité appelle les citoyens à continuer d'appliquer des mesures préventives telles que les ports des masques, la distanciation sociale et le lavage de mains, et les exhorter à éviter tout relâchement à cet égard pour se prémunir de cette pandémie mondiale. Une pandémie donc dont l'évolution continue chez nous, et pour parler de cela et pour parler de ce qu'a décidé le comité et de cette réunion, nous avons donc, je le disais tout à l'heure, comme invité le docteur Sidi Ould Zahaf, ministre de la Santé. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, si on regarde un peu ce qu'a dit le comité, il y a une certaine inquiétude. Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes déjà à une troisième phase de la COVID-19? Oui, en quelque sorte, on a les prémices d'une troisième phase au niveau national, de manière globale. Oui. Mais il faut dire que notre profil épidémiologique a un peu évolué par rapport aux deux premières vagues qu'on a connues. Comme vous le savez, on a connu une première et une deuxième vague qui étaient essentiellement concentrées à Nouakchott, avec quelques cas sporadiques dans les régions de l'intérieur. Mais tout récemment, on a connu presque des pseudo-vagues dans les régions de l'intérieur. On en a connu au Guidimaka. Actuellement, on a un nombre important de cas, relativement important par rapport à leur population, à Nouadhibou, dans la région de Tiris-Zamour, dans la région du Tagan et dans la région de la Saba. Ceci étant dit, le nombre... C'est ce que vous appelez le changement de profil. Voilà, de profil épidémiologique du cours de l'épidémie. Oui. En fait, c'est la première fois qu'on voit des cas aussi importants à l'intérieur du pays. Donc, globalement, le nombre de cas dans le pays de manière générale en augmentation lente, parce qu'habituellement, les vagues qu'on a connues, le nombre de cas remonte rapidement. En quelques semaines, on avait atteint les pics de l'épidémie et on descendait en quelques semaines. La première vague, c'était en 4 semaines, la seconde en 6 semaines. Cette fois-ci, nous en sommes à la 12e semaine. Les chiffres vont en augmentant, mais lentement. Toujours est-il qu'on a connu 102 depuis la semaine dernière et aujourd'hui 94. Tout à fait. Mais par rapport à la surveillance, au suivi des cas, ce qui est important, c'est l'évolution dans le temps. Les chiffres par jour peuvent osciller, tantôt importants, tantôt moins importants. Mais en termes de tendance, c'est ça ce qui est important. Et c'est ça ce que je suis en train d'expliquer, que nous en sommes à la 12e semaine avec des chiffres globalement, une courbe globalement qui monte, mais qui monte lentement relativement à la première et la seconde vague. Ceci étant dit, ça se passe dans un contexte régional et mondial inquiétant. Parce que dans des pays voisins, on voit des vagues violentes. Dans le monde globalement, le Covid fait une recrudescence. Et donc, ceci impose de prendre les mesures que le comité a décidées aujourd'hui, justement pour prévenir une éventuelle troisième vague ou en réduire les conséquences. Surtout qu'actuellement, beaucoup de virus mutants circulent. Justement, ces virus mutants, est-ce que cette nouvelle phase dont vous parlez, est-ce que ce sont ces virus mutants ou bien c'est le virus qu'on connaît habituellement? En tout cas, nous, on a isolé 3 parmi les virus mutants. On les a isolés chez nous, c'est Delta, c'est Gamma et c'est Alpha.
Ah oui, d'accord. Donc ces 3 virus ont été isolés chez nous. Et d'ailleurs, pour surveiller cette situation, nous sommes en train d'installer notre propre séquenceur, c'est-à-dire c'est l'appareil qui va nous permettre de déterminer quelle est la nature des virus qui circulent chez nous. Ceci en plus des autres mesures de préparation à cette situation, aussi bien au niveau de Nouakchott qu'au niveau des régions cette fois-ci. Il faut qu'on renforce aussi le dispositif de riposte au niveau des régions parce qu'on connaît maintenant des vagues au niveau des régions. Et bien entendu, les mesures préventives qui ont été retenues par le comité aujourd'hui, à savoir la restriction des rassemblements, insister sur les mesures préventives. L'interdiction des rassemblements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les occasions, les mariages, les rencontres politiques, qu'est-ce que c'est? Ces rassemblements, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, le principe est que plus nous sommes nombreux dans un endroit, plus nous sommes exposés. Et donc, le but, c'est de réduire justement cette exposition. Donc, tout rassemblement expose les individus et donc il faut les réduire. C'est pour cela la consigne est de rester à la maison, de ne sortir qu'en extrême nécessité, d'éviter les rassemblements, ça c'est au niveau individuel, mais aussi les autorités prendront des mesures pour que aussi ces rassemblements puissent être réduits au strict minimum indispensable. Et comment pouvez-vous éviter une autre manière, peut-être ce n'est pas des rassemblements, mais c'est dans les transports urbains? Oui, là aussi, il y aura une campagne de sensibilisation des transporteurs pour que ceux-ci utilisent eux-mêmes les moyens de protection, à savoir le masque, mais pour qu'ils aussi incitent leurs passagers à les utiliser. Vous savez, le transport, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable, mais aussi c'est un vecteur aussi. C'est un vecteur, mais il y a des moyens de prévention qu'il faut entreprendre quand on est obligé de sortir, quand on est en exposition. Mais si vous prenez un taxi que vous avez 4 personnes derrière, 3 devant, c'est quand même très serein. Oui, certainement, mais quand même, en fait, toutes ces mesures contribuent à réduire les risques. Nous ne faisons que réduire les risques, on ne peut pas les supprimer. Si on pouvait les supprimer, on n'aurait pas eu le Covid. Donc il s'agit de réduire les risques. Et comment expliquez-vous justement cette évolution où nous sommes actuellement? Alors c'est la nature de l'épidémie. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Là où ce virus existe, c'est ce qui se passe. On passe par des vagues et puis ça descend et puis par des vagues. Ça s'explique par le fait que peut-être l'immunité de la communauté globalement diminue et donc ce qui permet au virus de passer à un plus grand nombre de personnes, mais aussi c'est lié au comportement des personnes. Parce que habituellement, les gens, quand ils sont en vague, les gens ont peur, ils prennent des mesures, il y a cette peur qui joue et qui réduit l'exposition. Mais quand la vague passe, souvent les gens considèrent que c'est terminé, donc ils reviennent à leur comportement habituel et ça les expose. Et parlons maintenant de la vaccination. Alors, la campagne de vaccination continue. Est-ce qu'on constate toujours par-ci, par-là des réticences vis-à-vis de la vaccination? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Oui, je pense qu'on a largement dépassé cette étape. Effectivement, on a connu des moments difficiles où vraiment le vaccin n'était pas accepté. Mais je pense que suite à la dernière campagne de vaccination qui a été faite, qui a permis quand même de vacciner un nombre impressionnant de personnes. Vous avez un chiffre Bien sûr. Oui. Nous avons vacciné en 3 jours 60 000 et quelques personnes. Oui. Ce qu'on n'a pas su faire pendant les 2 mois de vaccination, c'était une campagne qui était une grande réussite, qui a connu la mobilisation de l'ensemble des acteurs et qui a permis d'atteindre des chiffres élevés de vaccination. Et donc, depuis lors,
on constate une meilleure acceptation de la vaccination et donc les gens continuent à venir dans des sites de vaccination. Et nous, on va assurer la continuité de ce service de vaccination parce que, il faut le dire, la vaccination reste le moyen le plus puissant pour faire face à cette pandémie. Et vous utilisez quel vaccin? Alors, pour le moment, on utilise le vaccin AstraZeneca. Voilà, on continue à l'utiliser et dès qu'on termine avec ce vaccin, on introduira ou on réintroduira le vaccin Sinopharm ou tout autre vaccin. C'est que nous sommes aussi en train de mobiliser. Parce que ces deux vaccins, les gens disent, bon, pour le vaccin AstraZeneca, il faut faire 2 mois pour avoir la deuxième dose. L'autre, il faut faire 15 jours pour avoir la deuxième dose. Et cela provoque un peu des inquiétudes ou des doutes. Oui, au niveau individuel, oui, les gens ont parfois des préférences pour tel vaccin ou pour celui-là. Mais vous savez, en termes de santé publique, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre 60% de la population qui est vaccinée. C'est ça qui sécurise. Et aujourd'hui, quel pourcentage? C'est ça qui sécurise le pays. Nous en sommes encore très loin de cet objectif, mais ça, c'est un objectif qui a été fixé sur 2 ou 3 ans en fonction de la situation mondiale de production des vaccins. Aucun pays aujourd'hui n'a encore évolué considérablement par rapport à la couverture par les vaccins parce que tout simplement leur production est loin en deçà des besoins de la planète. Oui, une dernière recommandation, bien entendu, j'y tiens absolument toujours, les mesures préventives. Avec le vaccin, il faut continuer aussi à respecter les mesures préventives. Merci, effectivement. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut. C'est que tant qu'on n'a pas atteint des chiffres élevés de vaccination qui permettent de protéger la communauté en général, alors on reste exposé. C'est pour cela, même si on est vacciné, on doit continuer les mesures de prévention parce que d'abord, l'efficacité des vaccins n'est pas à 100%. Si on est vacciné, il y a quand même un petit pourcentage de personnes chez qui la vaccination ne marchera pas. On ne sait pas c'est qui. Donc, on reste quand même à risque. L'autre chose, c'est que même si on est vacciné, on peut porter le vaccin, le virus, et on peut le transmettre. Donc, ça veut dire aussi qu'on expose les autres, même si nous sommes protégés. C'est pour cela qu'il est demandé à ce que les personnes continuent les mêmes mesures de protection, même si elles sont vaccinées. Et pas d'effets secondaires pour le vaccin. Alors, quels sont les effets secondaires que vous avez enregistrés depuis que vous avez commencé à vacciner? Depuis qu'on a commencé la vaccination et avec ce chiffre qui a dépassé maintenant 120 000 vaccinés, nous avons enregistré quelques dizaines de signes légers post-vaccinaux comme la douleur locale, comme de la fièvre. Certains en font une forte fièvre, certains font une moins forte fièvre. C'est ça les signes et ça c'est connu. Ce sont des signes post-vaccinaux et d'ailleurs qui dénotent d'une certaine réaction de l'organisme à la vaccination et c'est ce qui est attendu. Voilà, merci Monsieur le ministre de la Santé, vous étiez notre invité, vous allez rester avec nous puisque vous allez commenter avec moi les chiffres que vos services compétents ont enregistrés sur les dernières 24 heures, certainement vous les connaissez par cœur. On va les voir. Pour l'évolution de la pandémie durant les dernières 24 heures, montrez-nous les images s'il vous plaît. Et voilà. Donc, nous avons combien? Alors, nous avons 94 nouveaux cas, 29 guérisons et malheureusement, on a eu 3 décès. 3 décès, alors le cumul, c'est 21 400. Et donc, avec un cumul jusqu'ici de 21 499 cas, dont 20 142 étaient guéris et on déplore 493 âmes chères qui nous ont quittés suite à cette maladie, malheureusement. Voilà, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'était le ministre de la Santé, Dr Sidi Ould Zahaf, qui commentait donc, qui nous donnait les chiffres enregistrés ces dernières 24 heures par ses services compétents, donc, à propos de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Encore une fois, merci pour toutes ces explications
Et nous vous souhaitons bonne chance dans les campagnes de vaccination et les campagnes de sensibilisation. Donc, comme on a vu, c'est une évolution, comme on dit, à la yo-yo, ça descend, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, et ainsi de suite. Toujours est-il que les cas nouveaux sont très élevés encore, 94 enregistrés donc ce soir. Mais c'est une évolution qui incite donc à se faire vacciner et qui incite également à continuer à respecter les mesures préventives. Alors nous allons voir au niveau du Hod el-Sharqi comment tout cela se passe, l'évolution de la pandémie, mais aussi les mesures préventives et la vaccination. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Amar Belloul, reportage revu en français par Abdullah Demeba. La wilaya du Hod el-Sharqi, à l'instar des autres localités du pays, a eu précédemment enregistré des cas de coronavirus. Ce au tout début de la pandémie, durant la première vague, cette wilaya a enregistré 600 cas déclarés de coronavirus, dont 16 ont eu à succomber à cette maladie. Ainsi, les autorités sanitaires de cette wilaya se sont déployées afin que la situation sanitaire soit sous contrôle à l'échelle régionale. Pour ce responsable sanitaire au niveau de cette wilaya, il a précisé qu'à l'échelle régionale, particulièrement au sein de la ville d'Ayoun, aucun cas positif de coronavirus n'est enregistré à ce jour, ce à la lumière des différents tests qui ont été effectués. Il a en outre indiqué qu'en dépit de cette situation sanitaire stable où aucun cas déclaré n'est enregistré, il continue à demander un respect des mesures barrières. À la suite du lancement de la campagne de vaccination des citoyens résidant sur les lieux, désireux de se faire vacciner se rendent aux structures sanitaires de cette ville. Cet habitant appelle les populations à suivre les instructions des autorités dans ce cas. Il dit s'être vacciné et demande aux citoyens de se rendre aux structures sanitaires pour se faire vacciner. Voilà donc pour la situation au Hod el-Sharqi avec quelques relâchements à propos des mesures préventives et on continue à vacciner, tout comme d'ailleurs au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou qui a abrité aujourd'hui une réunion de sensibilisation autour donc, de ces mesures préventives, comme le dit notre correspondante permanente là-bas, Mme Sidi Mouloud, Mme Tahmed Mouloud, et son compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est une réunion de sensibilisation contre la Covid-19 qui fait suite au rebond des cas de contamination au coronavirus dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Ainsi, la commission régionale de lutte contre la pandémie s'est réunie autour du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, du hakim, du maire, des autorités sanitaires et sécuritaires, des imams des mosquées, des élus et représentants de la société civile pour débattre de la situation. L'occasion pour le wali de faire remarquer que malheureusement bien des cas de contamination ont été constatés ces dernières semaines et que ce rebond va grandissant. D'où l'impérieuse nécessité, dit-il, de conjuguer les efforts pour faire face à la pandémie, notamment par le biais d'une vaste campagne de sensibilisation dans les mosquées, les marchés, les écoles et autres édifices publics et l'application stricte des mesures de prévention qui sont le meilleur moyen de lutter contre la propagation de la maladie. Le wali a insisté sur la nécessité de coordonner l'action entre les différents services sanitaires pour une large mobilisation des populations. Le wali a insisté sur la nécessité de coordonner l'action entre les différents services sanitaires pour une large mobilisation des populations quant au danger du coronavirus et la circulation du virus dans la wilaya. Sachant que ce n'est pas la première fois que les populations font face à la Covid-19 et partant qu'il faut revenir aux mesures préventives. Il est vrai que le caractère économique de la wilaya, qui est en fait une destination prisée pour les investisseurs, l'expose à la circulation du virus, surtout que cette vague de contamination coïncide avec la reprise des activités de pêche longtemps à l'arrêt. Selon le directeur régional de la santé, M. Khatri ou le Shia, Nouadhibou est une ville spécifique qui a des passages maritimes, terrestres et aériens. Et ces derniers temps, nous avons, dit-il, constaté une recrudescence des cas de contamination. Ce n'est pas encore à un niveau qui peut être qualifié de vague, mais c'est plus que d'habitude. D'où la nécessité pour la Commission régionale de lutte contre le coronavirus de prendre des mesures spéciales. Je rassure les populations que les premiers niveaux de prise en charge sont assurés en personnel aguerri et en équipement déjà disponibilisé par le ministère, mais la santé, c'est d'abord la prévention.
La parole a été ensuite donnée aux participants pour soulever les problèmes qui se posent à ce sujet, appelant au respect scrupuleux des mesures préventives et à l'intensification de la sensibilisation, notamment dans les marchés, les mosquées, les lieux de regroupement des populations et de grandes affluences publiques, surtout à l'approche de la fête de Eid al-Adha al-Mubarak. Voilà donc pour cette page médicale consacrée à la Covid-19 et à son évolution, et avec comme invité le ministre de la Santé, son collègue de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a eu deux activités, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Celle d'hier, c'est des visites au comité olympique national et à la Fédération mauritanienne de football. Et celle d'aujourd'hui s'est déroulée dans son bureau, dans le bureau du ministre. Il s'agit d'une cérémonie de remise d'une licence à une chaîne de télévision privée commerciale. Précision sur tout cela avec Bokar Baïlaba. Réseau Média de la Ville, c'est le nom de la nouvelle télévision privée commerciale dont la licence d'exploitation a été remise par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould Dahi, au directeur de la dite télévision Mohamed Lemine Ould Mini. La délivrance de cette licence s'inscrit dans le cadre de l'élargissement du champ des libertés de la presse en Mauritanie, notamment l'audiovisuel. À cette occasion, le ministre a déclaré que la nouvelle chaîne a obtenu l'autorisation après avoir rempli toutes les conditions exigées par le ministère. Il a ajouté que cela est dicté par la loi, soulignant que la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, qui a signé avec le directeur de la télévision le cahier de charges, favorise la concurrence. Mokhtar Ould Dahi a précisé que la remise de cette licence s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République visant à élargir le champ du domaine médiatique et des libertés. Pour le directeur du réseau Média de la Ville, Mohamed Lemine Ould Mini, la chaîne respectera ses engagements et contribuera au renforcement des libertés et de la démocratie en Mauritanie. De l'univers des médias, passons à la sphère sportive. Ainsi, le Comité national olympique et sportif mauritanien a fait l'objet de la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement du comité, une présentation assurée par le président du Comité national olympique, Abderrahmane Edman. Ainsi, plusieurs intervenants se sont relayés pour souligner les acquis et les obstacles auxquels fait face le comité. Créé en 1962, le Comité national olympique et sportif mauritanien regroupe de nombreuses fédérations nationales olympiques et non olympiques. Et à cette occasion, le ministre a réaffirmé la disponibilité de son département à apporter un soutien matériel et moral au développement de tous les sports en Mauritanie. Et puis la Fédération mauritanienne de football a eu l'immense honneur de recevoir à son siège à Nouakchott la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould Dahi. Accueilli par le président de la FFRIM, Ahmed Yahya, et les membres du comité exécutif, le ministre a débuté sa visite par la pose de la première pierre du centre médico-sportif. C'est une structure qui aura pour mission de prévention dans le domaine des activités physiques et sportives. Puis le ministre a visité le bloc principal où il a suivi les explications détaillées du patron de l'instance fêtière du football mauritanien sur le mécanisme de fonctionnement des différents départements et des réalisations ainsi que des projets. Il s'est aussi rendu dans le bloc secondaire constitué de l'Académie nationale, dont la mission consiste à former le footballeur mauritanien modèle de demain. En d'autres termes, l'ambition principale est de former les meilleurs joueurs du pays afin de créer un football d'élite et accompagner le développement croissant de notre football à partir de la base. Le ministre s'est également informé de la boutique de la FFRIM où les visiteurs peuvent trouver divers équipements sportifs de haute qualité, de même que le restaurant. Sur place, il a eu l'occasion de constater les remarquables avancées qu'a connues ces dernières années la fédération en matière d'installation sportive. Et au siège de la chaîne sportive, le ministre a pris connaissance de la nature des programmes et de son projet de couvrir les événements sportifs nationaux. Il a également suivi une présentation du président de la FFRIM, Ahmed Yahya, sur les missions qu'elle accomplit et les services qu'elle rend aux clubs sportifs à différents niveaux et les obstacles à leur mise en œuvre.
À travers cette visite, le ministre démontre l'importance que l'État ne cesse d'accorder au sport en général et au football en particulier. Voilà pour les activités du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec plusieurs étapes à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et pour commencer, 3 ateliers, dont un à Nouakchott, 2 à l'intérieur du pays. Celui de Nouakchott porte sur le lancement du projet de promotion de l'enseignement primaire à distance. C'était aujourd'hui donc à Nouakchott un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif en collaboration avec l'UNICEF, et c'est le secrétaire général de ce département qui a ouvert les travaux de cet atelier. Précision avec El Haj Abdellahdine. L'atelier de réflexion vise à mettre en place une plateforme virtuelle dédiée à l'enseignement à distance, auquel prennent part des pédagogues et des experts qui se pencheront sur la conception et le fonctionnement de ce forum virtuel. L'atelier s'inscrit dans un projet visant à promouvoir l'enseignement à distance et plus particulièrement dans la phase fondamentale. Le personnel de la plateforme est composé d'ingénieurs chargés de sa conception technique et sa gestion continue, d'inspecteurs qui assurent la conformité des contenus avec le manuel scolaire et la proposition d'autres contenus pédagogiques multimédia. Le personnel de la plateforme regroupe également des formateurs expérimentés et des instituteurs chevronnés. Ouvrant cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a expliqué le contexte et la finalité de cet atelier. Le présent atelier, dont j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. En effet, le monde subit depuis bientôt une année et demie une crise sanitaire sans précédent qui, sans riposte idoine, bouleversera la scolarité des enfants, mettant en péril leur bien-être immédiat et compromettant ainsi leur avenir. Partant de ce constat, le département tient à promouvoir les nouvelles options capables d'assurer la continuité et la qualité du service éducatif dans les contextes de crise sanitaire. C'est dans cet ordre d'idées qu'il convient de citer les cours à distance organisés l'année dernière à l'intention des élèves des classes d'examen, aussi bien du fondamental que du secondaire, avec l'appui de nos partenaires, en particulier l'UNICEF. Aujourd'hui, elle revêt un caractère plus durable et plus qualitatif grâce à la mise en place d'une plateforme d'enseignement à distance dotée de ressources requises et d'outils de vidéoconférence. Quant au représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il a loué l'initiative de mise en place d'une plateforme virtuelle à caractère éducatif. Permettez-moi, en ces temps particuliers toujours caractérisés par la pandémie Covid, de saluer l'initiative prise par le gouvernement mauritanien de mettre en œuvre le programme de formation à distance. La complexité des contextes dans lesquels nous évoluons nous exhorte à trouver des alternatives à l'éducation classique, telles que l'éducation à distance et le e-learning, comme on l'appelle. C'est dans cette perspective que l'UNICEF a accepté d'accompagner le processus de mise en place de cette plateforme, de mettre à disposition les outils multimédia appropriés et d'assurer l'accompagnement nécessaire aux formateurs à travers l'appui aux capacités nationales. Notons que le projet de la promotion de l'enseignement à distance fait partie de la stratégie du département de l'Éducation nationale visant à moderniser les outils de l'enseignement en introduisant les technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif. Ça, c'était donc l'atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott pour le lancement du projet de promotion de l'enseignement primaire à distance. Le deuxième atelier, les 2 autres ateliers se déroulent à l'intérieur du pays, l'un à Kifa, l'autre à Kaïdi. L'atelier qui se déroule à Kifa, la capitale de la Saba, c'est un atelier de formation au profit de qui? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadar, compte rendu revue en français par Melika Nakli. Renforcer les compétences en gestion économique et financière des gestionnaires des coopératives et associations en tant que partenaire incontournable de tout développement durable local, tel est l'objectif de cette session de formation
organisé par le projet de développement de filières inclusives dans la wilaya de la Saba. M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, wali de la Saba, souligne l'importance du rôle joué par les coopératives et associations sur l'ensemble du territoire national. L'expérience prouve, dit-il, le bien fondé de cette stratégie de développement participatif qui permet de conjuguer les efforts, les expériences et les expertises. C'est dans ce cadre que se tient cette session de formation, souligne le wali, qui vise à renforcer les compétences et expertises des membres des coopératives et associations avec les outils et la connaissance nécessaires qui leur permettront d'assurer une meilleure gestion économique et financière de leurs regroupements respectifs. Des campagnes sont prévues, dit-il, en ce qui concerne l'élaboration et le financement. Les responsables de cette formation ont exprimé leur disponibilité à œuvrer au mieux avec les acteurs du milieu rural et à leur apporter le soutien nécessaire afin de pouvoir atteindre l'objectif visé qui est l'autosuffisance alimentaire. Quant au maire de Kiffa, M. Jamel Kaboud, il a déclaré que les participants devraient, au cours de cette formation en gestion économique et financière, présenter leurs doléances et problèmes de manière précise et transparente afin que la formation porte ses fruits et puisse avoir des répercussions positives sur la vie des citoyens. Il a déclaré que l'autosuffisance en légumes est importante et devrait être atteinte, ainsi que l'a souligné, dit-il, le président de la République au cours de sa visite au Trarza. Cette session de formation devrait permettre aux participants d'améliorer leurs compétences et expertises dans la gestion économique et financière de leurs coopératives et associations. Voilà donc pour cet atelier de formation des associations et des coopératives agricoles donc organisé à Kiffa, la capitale de la Saba. Le troisième et dernier atelier, celui-là, se déroule à Kayedi, la capitale d'Igorgol. Il s'agit d'un atelier donc régional de coordination multisectorielle et il porte sur la nutrition. Donc. Alors, qui participe à cet atelier, sa durée, élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte rendu revient en français par Nadia Jakani. 3 jours durant, les participants des 3 wilayas échangeront leurs points de vue et leur expérience et identifieront les politiques et programmes nationaux dans le domaine de la nutrition ainsi que les effets de la pandémie sur la sécurité alimentaire mondiale. À cette occasion, le wali Moussaïd de la wilaya du Gorgol, M. Mohamed Ahmed Mohamed Al-Makhtar, a mis l'accent sur l'importance de cet atelier régional, le deuxième d'une série d'ateliers qui rassemblent des acteurs de différentes régions pour étudier les problèmes importants liés à la nutrition. Le wali Moussaïd a précisé que ces problèmes entrent dans le cadre du programme élargi du président de la République. Il a ajouté que les projets de nutrition ont bénéficié de financements considérables et font partie de toutes les stratégies sectorielles. Quant à la vice-présidente du conseil régional de la wilaya du Gorgol, Mme Saouda Touli, elle a remercié les participants des wilayas voisines pour leur présence. Elle a mis en exergue l'importance de cet atelier qui devrait aboutir à des recommandations qui ont pour but d'améliorer la situation de la femme et de l'enfant. Des exposés techniques seront présentés 3 jours durant et traiteront avec les partenaires au développement de la nutrition et de l'appui fourni aux femmes et aux enfants, plus particulièrement dans les zones rurales. Cet atelier donc régional de coordination multisectorielle dans le domaine de la nutrition au profit des acteurs travaillant dans ce domaine des 3 wilayas, à savoir le Gorgol, le Brakna et le Guidimaha. Décidément, ma gorge risque de me faire défaut, ce qui est très grave pendant le journal. Nous restons un instant au Gorgol, et précisément en Bout, qui a vécu aujourd'hui à l'heure de la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion des formateurs dans le domaine du programme Mihneti, autrement dit, mon métier. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, et dont le compte rendu est refait en français par Abdoulaye Demeba. Les jeunes de la Mokata de Mbout ont bénéficié de cette formation durant des mois, ce qui rentre dans le cadre du programme Mihneti afin de doter les jeunes de cette municipalité d'aptitudes professionnelles. Ainsi, ils ont été formés dans le domaine de la coiffure, la soudure, la plomberie, entre autres. Le hakim de la Mokata de Mbout, Mohamed Ould Abdallahi Ould Bounani, a affirmé que les communes du pays profitent de ce programme dénommé Mihneti, ce qui est partie intégrante du programme priorité élargie du chef de l'État. Il espère que ces jeunes ont acquis les aptitudes nécessaires à l'aide de cet apport
des experts qui sont venus dans le cadre de cette opération. Le maire de Mbout, Si Adama, a pour sa part exprimé le vœu que les apprenants puissent intégrer le marché de l'emploi, se dit-il, par le biais du renforcement de leurs capacités professionnelles. Cette citoyenne dit avoir été formée dans le domaine de la coiffure, ce qui, dit-elle, a duré des mois. Elle a à la fin fait part de sa satisfaction. Cet autre bénéficiaire dit avoir été formé dans le domaine de la plomberie. On a apprécié cet enseignement reçu qui, dit-il, a couvert plusieurs aspects. Il a à la fin demandé que ces opportunités de formation soient augmentées. Plus de 800 jeunes ont eu à tirer profit de cette activité. Ces derniers résident au niveau des localités de Barkewol, Mongel, Mal et Mbout. Voilà pour cette sortie de cette nouvelle promotion de formateurs dans le domaine des Mignati. C'était aujourd'hui en Mbout. Nous quittons la 4e région pour la 6e région, le Trarza. Le Trarza, dont le conseil régional vient de tenir sa session ordinaire. C'était sous la présidence de son président. Compte rendu sur cette réunion et sur son ordre du jour avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yissim, compte rendu revu en français par Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette réunion ordinaire du conseil régional du Trarza a porté sur des points. Une présentation des résultats de la dernière visite du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans la wilaya, au cours de laquelle il a donné le coup d'envoi de plusieurs projets de développement. Le deuxième point porte sur l'évaluation des activités réalisées dernièrement par le conseil. Dans un mot prononcé au début de la réunion, le président du conseil régional, M. Mohamed Ibrahim Siyed, a salué la visite du président de la République qu'il a qualifiée de bon augure pour sa région. Il a rappelé que l'inauguration du grand projet agricole dans la localité de Chéchia aura un impact positif sur les habitants de la région et sur le pays tout entier. Il a énuméré d'autres actions d'envergure qui ont été posées par le président de la République, dont la pose de la première pierre des projets à Osso et à Kermessi. Par ailleurs, le président du conseil régional a fait l'économie des réalisations de son administration depuis la dernière session ordinaire. À noter qu'au cours de la session, la mise en place d'un site web ainsi que d'un comité interne de passation de marché ont été approuvées. Les discussions ont également porté sur les prochaines interventions du conseil dans le domaine de l'éducation notamment. Voilà pour cette réunion du conseil régional du Trarza. Quittons le sud du pays pour le nord, précisément pour l'Adrar, cette wilaya qui vient de bénéficier des soins gratuits d'une caravane médicale qui a sillonné les différentes muqata'a de cette wilaya. Et c'est à la grande satisfaction des populations et des autorités régionales, une satisfaction qui s'est concrétisée par une cérémonie en l'honneur des membres de cette caravane. C'était hier soir à Attar, la capitale de l'Adrar. Alors, quel est l'objectif de cette cérémonie? Élément de réponse avec Ahmed Ma'aloum Mohamed, notre correspondant permanent là-bas, compte rendu revu par El-Hajj Abdelladdin. L'objectif de cette cérémonie est de récompenser les personnels de la caravane médicale d'Adrar ainsi que ses organisateurs, ses médecins et ses soutiens. La caravane a 5 jours durant effectué 5000 consultations médicales couvrant 11 spécialités telles que l'ophtalmologie, la stomatologie et la cardiologie, en plus de nombreuses opérations chirurgicales. Le wali de la wilaya d'Al-Adrar, M. Haddadi Mbale Yatara, a remercié toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de l'opération menée par la caravane médicale qui ont soigné gratuitement les populations de la wilaya. Le wali a loué ce genre d'initiative qui offre des prestations médicales de proximité aux personnes nécessitant de soins. Le coordinateur de la caravane médicale a exprimé sa satisfaction pour les facilités accordées par les autorités administratives afin de garantir le bon déroulement des actions effectuées par la caravane. Les différents intervenants ont à l'unanimité déclaré que la caravane a mené une action humanitaire considérable qui a bénéficié à un nombre impressionnant d'habitants. Cette initiative généreuse, disent-ils, devrait être régulière. Ils ont également énuméré les différentes prestations médicales octroyées par la caravane, telles que les tests, les consultations et les opérations chirurgicales. La cérémonie a été marquée par la distribution d'attestations de récompenses au personnel de la caravane, en l'occurrence des médecins généralistes, des spécialistes ainsi que les membres du comité de pilotage de la caravane.
Nous restons encore un instant à Tar, la capitale de la DRAC, cette fois pour parler de la formation technique. L'année scolaire touche à sa fin au niveau de cette filière et les examens ont déjà commencé. Quelles sont les filières et combien d'examens? Éléments de réponse avec ce reportage d'Abdallah Issouvi, notre correspondant permanent, compte rendu revu en français par Mohamed El-Khattat. C'est la période des examens pour les étudiants de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle à Tar. Ici, plus de 200 jeunes des classes terminales planchent sur les sujets des compositions de passage pour décrocher leur diplôme de formation. Selon le directeur de l'école, les étudiants subiront 2 examens, dont un pour le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, et le deuxième, le brevet technique, le BT. Pour le CAP, dit-il, il y a 4 spécialités, la menuiserie, la plomberie, la soudure et l'agriculture. Pour le BT, il y a le secrétariat informatique et la gestion, en plus de l'électricité domestique. Selon les superviseurs, les examens se déroulent dans de bonnes conditions, autant pour la théorie que pour la pratique. Pour la théorie, dit ce professeur, il y a l'écrit, les maths, la physique et les langues, le français et l'arabe. Et il y a aussi la pratique qui se déroule dans des ateliers et sur des machines. De leur côté, les étudiants ont exprimé leur satisfaction quant au sujet posé, soulignant qu'ils ont porté sur les matières étudiées. Je suis en 2e BT, dit cette femme. Nous avons une matière en informatique qui n'est pas difficile. Nos examens en BT se passent bien, dit ce jeune homme qui aspire à faire son brevet technique supérieur comme cette jeune femme. Créer une main-d'œuvre professionnelle qualifiée pour satisfaire le marché local du travail, tels sont les objectifs recherchés par l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle. Selon ce professeur, les examens offrent l'opportunité d'une formation professionnelle et technique continue qui sont sanctionnés par un brevet technique supérieur ou un certificat d'aptitude professionnelle et partant facilitent l'insertion des sortants dans la vie active. C'est dire qu'au sortir de ces examens, le choix s'offre aux étudiants, soit de poursuivre leur formation technique et professionnelle ou plutôt intégrer le marché du travail. Les examens au niveau du lycée technique d'Attar qui marquent la fin de l'année scolaire et c'est également la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a participé aujourd'hui à un sommet du G5 Sahel à Paris, bien entendu par visioconférence. La Covid-19 oblige. Ici, c'est le comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Un comité qui a pris plusieurs décisions pour renforcer la lutte contre la Covid-19. Ici, c'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, lors d'une cérémonie de remise d'une licence à une chaîne de télévision privée commerciale. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Eh bien, voilà pour un rappel des titres. Bien entendu, je vous rappelle toujours les mesures préventive et le ministre de la Santé, qui était mon invité ce soir, a insisté là-dessus de continuer à respecter ces mesures préventives et de continuer surtout à se faire vacciner. Ce sont les meilleurs moyens pour lutter contre la Covid-19 et sa propagation. Des mesures préventives qui sont très utiles, une vaccination. Et n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.